Regardez ce petit pont. Oh là là, c'est tellement beau. Mais oui, c'est beau ça, mesdames et messieurs. Ça, c'est pour faire rêver tous ceux qui ne connaissent pas la neige. Hein. Voilà, voilà. C'est la première tempête de neige. Alors, c'est sûr que dans 5 mois, je ne vais pas faire les mêmes éloges. Parce qu'on sera, comme on dit ici, tanné de toute cette neige. Mais il faut avouer quand même que quand le premier manteau arrive, c'est juste splendide et magnifique. Voilà. Allez, montre-nous ton joli visage, Nathalie. Absolument. Donc, j'ai commencé à travailler avec les oiseaux quand j'avais 17 ans. Donc, ça fait quelques années de cela. Je ne vous dirai pas mon âge. C'était hier. Donc, j'ai commencé dans une clinique vétérinaire pour oiseaux et animaux exotiques. À ce moment-là, je ne connaissais rien des oiseaux. La vétérinaire m'a fait confiance. J'ai travaillé là pendant 2 ans et demi environ. Et par la suite, ça c'était sur la rive sud de Montréal. Par la suite, je suis déménagée à Montréal. J'ai commencé à travailler à une autre clinique vétérinaire, la clinique du docteur Lupu, qui est dans NDG à Montréal. C'est une clinique très renommée, c'est ça, au Québec. Et j'ai travaillé là quelques années également. Par la suite, la vie m'a amenée à rencontrer mon conjoint, Patrick. Et puis, on a décidé de partir 3 mois au Costa Rica et au Panama avec pack-sac sur le dos. À l'aventure. À l'aventure, aller rencontrer les perroquets dans leur milieu naturel. Waouh! Ouais, et donc là, quand on est au Costa Rica, c'est les perroquets que tu as pu rencontrer, c'était? Beaucoup d'Amazones, Oui. certains conures, des haras macao. Donc, Des pas les haras chloroptères, mais les macaos, on les a vus voler dans la nature. En fait, ils volent en couple, ils Ok. crient en même temps. C'est très, très, très impressionnant. Même quand j'en vois encore dans mes derniers voyages là, dans le sud, là, à chaque fois que je vois un hara voler en liberté, là, je suis émerveillée. C'est qui demande combien d'espèces as-tu élevé dans ta carrière? OK. Je vais devoir les compter. Donc, on a commencé avec des perruches, des petites perruches ondulées, les cocassiels, les inséparables. Ensuite de ça, on est allé avec les youyous, Myers, gris d'Afrique. On a fait les grandes perruches également, Rosella, les perruches de Pana. C'est ça, des perruches de Pana. Et ensuite de ça, on a fait des haras, plusieurs espèces de haras, là, dans les grands haras. Les Amazones, je crois que c'est tout. Bon, ça fait 11, 10, 11 12, à peu près? ouais, à peu près ça. Si on séparait par les espèces différentes de haras, on a une quinzaine d'espèces à peu près. Oui, à peu près, ouais. Oh. Merci pour Laurent Delicato. On passe maintenant à Didier Muriel Ritinx. Bonjour Béni et Nathalie. J'ai une question à vous poser. Mon Amazone à double franc jaune, qui au passage s'appelle Elliot, qui mange dans ma main et avec ma bouche, quand je lui propose, me demande de plus en plus et en insistant qu'il voudrait sortir de sa cage. Et pourtant, à chaque fois que je mets la main à l'intérieur, il me grogne dessus. Alors qu'est-ce que je peux faire pour l'aider à sortir? Et ensuite, qu'est-ce que je devrais faire pour l'aider à rentrer dans la cage? Est-ce que je dois y aller avec une friandise ou avec une perche? Est-ce que je devrais attendre encore un petit peu avant de le sortir pour créer une grande complicité entre lui et moi? Mais dans ce cas-là, comment je peux laver les perchoirs si il ne veut toujours pas sortir alors qu'on m'a déconseillé de mettre la main dans la cage dans les petits cafés? C'est vrai que je déconseille les gens de rentrer d'introduire leur main dans la cage. Quand tu es le maître, à la limite, c'est correct quand vous êtes le maître. Mais même pour le perroquet, la cage, ça doit vraiment rester son endroit à lui. Donc, on peut commencer à répondre à ces premières questions. Mais en fait, je vais essayer de vous répondre le mieux que je peux. Il me manque quand même quelques éléments, son âge. Depuis combien de temps il l'a? Depuis combien de temps vous l'avez, tout ça. Fait qu'il manque quelques éléments pour être capable de répondre correctement à votre question. Mais en gros, je vous dirais, si l'oiseau vient manger avec vos mains, je pense que la gâterie, la friandise, de lui donner une friandise quand vous le sortez et quand vous le rentrez dans la cage, je crois que ça sera la meilleure solution parce qu'il accepte déjà. La nourriture de la bouche, je déconseille. Vous avez beaucoup de bactéries dans la bouche, donc c'est pas à conseiller de donner de la nourriture directement de cette façon. Mais avec vos doigts, donc quand vous venez pour le sortir, vous lui dites « hop », donnez la gâterie en même temps, vous le sortez de la cage. Moi, j'ai pas de problème à mettre la main dans la cage de l'oiseau. En fait, il faut que l'oiseau comprenne aussi qu'on peut aller le chercher, on peut aller nettoyer sa cage sans qu'il nous agresse. Donc, c'est une question de respect mutuel. Ensuite de ça, l'autre question, ah oui, alors, je veux souligner les divergences que nous avons avec Nathalie, hein, parce qu'on est là aussi pour le fight à un moment donné. Moi, vous le savez, régulièrement, Jackson vient manger dans ma bouche, hein, puis depuis qu'elle est toute bébé. Et c'est un choix, encore une fois. C'est un choix que j'ai fait.
Effectivement, je le dis hein, souvent, c'est dangereux. Hein. Il y a des bactéries, oui, les gens parlent de bactéries, mais quelque part, moi j'essaie d'avoir une hygiène buccale la mieux possible. Et voilà, moi j'ai une vision qui est plus papa-bébé, qui fait que Jackson, voilà, je lui ai appris à manger dans ma bouche. J'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas pris dans la salive, quoi. C'est vraiment du bout des lèvres. J'essaie de faire ça le plus correctement possible. Mais voilà, là où on a une divergence. Et quand je parle de ne pas entrer la main dans la cage, je parle des étrangers. Quand je parle de ça, il ne faut pas laisser n'importe qui mettre la main dans la cage, parce que, après tu vas me corriger si c'est pas bien. Comment je vois ça? La cage de l'oiseau est là pour le protéger, il est là pour se sentir en sécurité. Et si n'importe qui, à part le propriétaire, à part le maître, peut pénétrer dans cette cage, et malheureusement, quelquefois, votre perroquet est en train de s'assoupir ou quoi, puis d'un coup, il y a quelque chose qui rentre dans sa cage, moi, je considère qu'on est en train de lui enlever le côté protecteur de sa cage. Ça peut lui donner du stress et du coup dormir avec plus de difficultés. C'est sûr que oui, un étranger, je ne laisserais pas un étranger mettre la main dans la cage de mon on est oiseau. d'accord là-dessus. Ça, c'est sûr. Mais le propriétaire, les gens qui habitent avec, oui, absolument. Puis encore là, c'est de respecter l'oiseau. Si l'oiseau est en train de dormir, c'est sûr qu'on ne va pas essayer d'aller le prendre. Donc, pour revenir à la question de la madame, c'est aussi de voir si l'oiseau il grogne quand vous venez pour le flatter ou le prendre. Est-ce qu'il était en train de dormir? Est-ce qu'il était tranquille à faire ses petites choses? Est-ce que c'est le bon moment pour aller le chercher? Il faut toujours analyser ça. Donc, c'est une question qui est difficile à répondre parce que normalement, en comportement, on veut vraiment voir comment vous agissez avec l'oiseau, l'environnement. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire en sorte que l'oiseau Est-ce que juste avant d'aller le prendre, la télé est trop forte, il y a des coups de feu dans le film? C'est ça, il y a quelque chose. Il y a tellement d'éléments à regarder pour vraiment bien répondre. Puis, je vais aller revenir aussi sur le fait de nourrir l'oiseau avec la bouche. Oui, les bactéries, si tu le mets sur le bord de la lèvre, c'est moins pire que quand on a vraiment de la nourriture. C'est aussi un comportement qui peut être considéré comme un comportement sexuel pour l'oiseau. Donc, Jackson est rendu à 8 ans, les hormones vont travailler. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait mordre par leur oiseau parce que les perroquets entre eux vont se nourrir. Les perroquets entre eux vont se nourrir, c'est un acte sexuel. Donc, elle est très bandée avec toi. Donc, oui, il y a quand même un risque de morsure. Il faut être conscient que... Alors, tous ceux qui regardent le petit café du matin, vous le savez, depuis 5-6 mois, Jackson, on ne fait plus le vrai petit café comme on le faisait au début où elle mangeait avec moi. Justement parce que je sais qu'elle est en train de rentrer dans sa sexualité. Et pour éviter ce comportement-là, j'ai voulu arrêter ce jeu de manger dans ma bouche. Hein, et je vous l'avais expliqué. Vous voyez, c'est ça qui est bien parce que on se fight, mais des fois on retombe d'accord. Hein. Puis j'ai pas regardé les petits cafés. Elle a peut-être autre chose à faire. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, vous allez évoluer avec votre oiseau. Vous allez évoluer selon son âge, selon ses réactions, selon ses problèmes hormonaux. Et je sais qu'avec Jackson, on ne va pas avoir le même comportement qu'on a eu il y a 4 ans aujourd'hui, puis dans 10 ans, ça ne sera pas la même chose. Et donc, effectivement, j'ai vu qu'en prenant le café tous les jours, parce que Jackson ne mangeait pas tous les jours dans ma bouche, mais du fait d'enregistrer les cafés tous les jours, elle en a profité, la coquine, puis attends, vas-y les toasts et les machins. Et donc, j'ai vu ce comportement évoluer dans le mauvais sens, hein, dans le côté quasiment agressif, tu vois, au niveau sexuel, mais agressif. Et du coup, j'ai pris mes distances. Et c'est pour ça que vous avez vu dernièrement des vidéos où Jackson est sur le coin de la table avec son petit morceau de Scott Towel, là, de sopalin. Hein, et oui, elle mange. Oui, je lui donne des morceaux de ce que je mange, mais je fais en sorte qu'elle le mange directement sur son sopalin et plus sur mon épaule. Il n'y a plus cette relation de rapprochement. Donc, de lui donner sur le coin de la table, comme ça fait une relation d'amitié. Dans la nature, ils vont manger tous ensemble. Donc, c'est ça que tu es en train de créer, au lieu de manger directement dans la bouche, que là, c'est une relation conjointe qu'on veut éviter exactement avec les perroquets. Parce qu'on rappelle que lorsque, justement, ce sont des conjoints, au moment où ils vont couver le nid, eh bien l'un des deux va aller chercher la nourriture pour l'autre et ils vont effectivement avoir cette relation de nourrissage de bec à bec. C'est ça, exactement. Bien, tu vois, on s'entend quand même bien. Donc là, toi, ce que tu lui dis, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'il hésite s'il a besoin de nettoyer la cage, nettoyer les barreaux, il peut mettre la main dedans. Oui, puis à ce moment-là, il peut sortir l'oiseau de la cage quand il nettoie. C'est moins agressant pour l'oiseau que de nettoyer quand l'oiseau est sur son perchoir, puis tasse-toi par là, je vais nettoyer là. On peut sortir l'oiseau, faire le ménage, mais je vous dirais que, étant donné qu'il aime déjà les friandises de votre main, allez-y avec les friandises, et puis les Amazones sont très gourmands, donc normalement, sont faciles à gagner avec la bédaine. Bon. Natacha de Suisse nous écrit « Bonjour Béni et Nathalie,
Une autre question, est-ce que la lampe UVB, celle comme tu as ici, Oui. que vous pouvez voir à l'image en ce moment, peut aider à faire la mue? Oui, en fait, ça ne va pas aider à faire la mue. Ce que ça va faire, c'est que ça va aider la repousse des plumes parce que l'oiseau a besoin des UVA et des UVB qu'il va normalement retrouver du soleil dans la nature qu'on ne retrouve pas dans nos maisons. Les fenêtres vont bloquer les rayons du soleil pour surtout les UVA parce que c'est pas bon pour nos yeux. Donc, l'oiseau ne reçoit pas ces rayons-là. Donc, quand l'oiseau reçoit ces rayons-là, oui, ça va aider la pousse des plumes, mais en plus, ça va aider à l'absorption des vitamines, comme la vitamine A, le calcium et tout ça. Et l'oiseau voit beaucoup plus de couleurs que nous, on voit. Donc, quand il a la bonne lumière, son spectre de couleurs est beaucoup plus grand et c'est beaucoup mieux pour lui que quand il n'a pas la lumière. C'est dans ces rayons UVB, UVA que votre oiseau va chercher sa vitamine D3, sa vitamine E, des choses qui sont essentielles pour justement la qualité de son plumage, la qualité de ses os. Et ça permet également de synthétiser le calcium. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui vont donner des roches en calcium, du calcium, en veux-tu, en voilà, avec des eaux de sèche, etc. À leurs oiseaux. Mais leurs oiseaux vivent dans un sous-sol, ou même dans un salon avec une grande baie vitrée cathédrale. Les gens disent, mais non, mais il est en plein soleil toute la journée. Mais comme elle vous l'explique, pour pouvoir protéger vos meubles, pour éviter que vos meubles perdent leur couleur, justement, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis des choses dans les baies vitrées qui bloquent ces rayons-là, qui font que votre oiseau n'a jamais les vitamines dont il a besoin pour pouvoir synthétiser le calcium. Et résultat des courses, même un oiseau qui va manger autant d'os de sèche que vous le voulez, il risque de perdre tout ce calcium dans ses selles, les éliminer sans jamais les fixer sur les plumes, les os, etc. Donc, oui, la lampe UVB peut jouer un rôle, et un oiseau qui est en bonne santé, c'est un oiseau qui fait une belle mue, qui va avoir un beau plumage. Donc encore une fois, c'est une conséquence de la qualité de la santé de l'oiseau grâce que peut apporter la présence de ces lampes UVB et UVA, qui fait qu'effectivement ça va faire une belle mue. Là, elle dit, mon Rosalbin a 7 mois, il est arrivé chez nous il y a 1 mois. Il commençait à perdre quelques plumes, mais pas beaucoup, il a 7 mois. J'ai installé une lampe UV et il y a un peu plus d'une semaine. Et là, la mue s'est accélérée. Je pense, dit-elle, que ce n'est pas du piquage, car les plumes viennent de partout et pas de trous dans son plumage. D'où ma question, est-ce que la lampe a fait cette accélération de la mue? Si ça fait juste une semaine, ça se peut que ça ait déjà une conséquence, mais une semaine, c'est quand même un court laps de temps. Les clients qui ont utilisé la lampe m'ont dit que par la suite, leur oiseau avait un plumage beaucoup plus fourni et beaucoup plus brillant. Donc, c'est peut-être ça qui arrive à votre oiseau, c'est qu'il y a plein de nouvelles petites plumes qui poussent et que son plumage va être vraiment plus épais. Donc, oui, mais en fait, c'est juste du positif là, de mettre la lampe dans le cas de votre oiseau, là, c'est parfait. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça devient encore une fois un corps étranger au-dessus de la cage de votre oiseau et qu'il y a ce petit stress aussi qui peut avoir une conséquence. Il peut y avoir un petit stress. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui me fait de la lumière? Puis je rappelle également, et là tu vas me dire si je me trompe ou pas, je vous l'ai montré sur la cage de Jackson, là où il y a la lampe UVB. C'est une lampe avec un spectre, avec un déflecteur qui permet d'avoir un spectre de lumière qui soit vraiment concentré sur une zone de la cage. Moi, ce que j'ai fait, à chaque fois, je mets le pot de nourriture de Jackson et posé à côté pour permettre à Jackson de pouvoir choisir quand elle veut aller sous la lampe et quand elle veut se mettre à l'ombre de la lampe, se protéger son iris, protéger, puis même pouvoir s'endormir sans avoir être tout le temps bombardé par ces rayons. Et donc c'est correct. Oui, c'est absolument. En fait, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire parce que dans la nature, ils ne sont pas constamment au soleil. Les arbres, c'est une canopie qu'on appelle. Donc, les arbres sont très denses. Donc, les oiseaux vont passer quelques heures au soleil, mais ils vont passer aussi beaucoup d'heures plus à l'ombre. Donc, l'oiseau doit avoir le choix. Il doit décider entre les deux. Et puis, la lampe, elle est faite avec un réflecteur. C'est aussi pour protéger, nous, notre iris, parce que nous, il ne faut pas regarder la lumière directement. Là. Les rayons UVA sont très dangereux pour nous. Donc, ça peut brûler. Alors, du coup, ça nous dit de vous conseiller tout de suite à surtout
n'achetez pas juste l'ampoule et la mettre dans n'importe quel premier support que vous allez brancher. Oui, ça va fonctionner parce que ça, il va y avoir du courant qui va passer dedans, mais ça n'a plus du tout le même effet quand il y a plus ce déflecteur. Donc, les lampes Aviansun, Oui. Aviansun viennent avec un super déflecteur qui vient sur un trépied qui peut être posé à 45 cm à peu près au-dessus de l'oiseau. Donc, c'est pas fait pour rien là. Tout ça, ça a été étudié, ça a été bien recherché pour faire en sorte de vous protéger, de protéger votre oiseau. Combien d'heures à peu près par jour? Comment ça se passe? À peu près 8 heures par jour. Au début, on la met un petit peu plus loin parce que l'ampoule est neuve. Donc, elle est beaucoup plus efficace, si on veut. Donc, c'est tout écrit sur la boîte, là, la distance qu'il faut mettre de l'oiseau. Donc, c'est ça, environ 8 heures par jour. L'ampoule, normalement, est bonne pour entre 10 et 12 mois. Au bout de 10 à 12 mois, elle va éclairer quand même, mais elle n'émettra plus les rayons UVA, UVB qui sont absolument nécessaires à l'oiseau. Donc, à ce moment-là, on change l'ampoule. On peut utiliser l'ampoule ailleurs dans la maison comme une ampoule normale. Il n'y a pas de problème parce qu'elle éclaire encore, mais elle n'est plus aussi efficace. OK. Pourquoi certains disent qu'il faut juste 3 heures, pas plus? Ça peut être dangereux si on l'utilise plus. Pourquoi les gens disent ça? Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, il faudrait leur demander à eux. Mais les recommandations du fabricant, c'est vraiment 8 heures. Mais encore là, comme on disait tantôt, il faut que l'oiseau ait le choix. Il faut qu'il puisse aller à l'ombre ou au soleil comme lui, il le veut. Parfait. Catherine Dossi maintenant qui nous écrit. Catherine Dossi, elle a un gris du Gabon qui d'ailleurs s'est sauvée il y a 5-6 mois de ça, Yoko. Elle nous a fait une petite fille de 4 jours. Puis elle est revenue en pleine forme. Et là, elle parle d'un gris. Comment récupérer un plumage comme il faut à un gris qui s'est piqué complètement, qui a été maltraité? Est-ce que le spray, le prime, la bonne nourriture, cela est-il suffisant? Que peut-on faire de plus? Alors, j'avais envie de faire ce sujet-là spécial sur le piquage après, mais on y est là dans le piquage. Souvent, les propriétaires de perroquets culpabilisent. C'est tout de suite, c'est de ma faute. C'est parce que je le laisse trop longtemps tout seul, c'est parce que j'ai mis la musique trop fort, c'est parce qu'on a invité des gens à la maison, c'est parce que... Alors oui, ça peut être des causes comme ça, mais moi je pense que ça représente quoi, 80% des raisons du piquage. La conséquence du piquage, c'est 80% dû à autre chose et seulement 20% pour le psychologique. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'irais jusqu'à même 90 à 95% du temps que c'est un problème médical. Autre que psychologique. Oui, bien souvent c'est médical. C'est vraiment un problème de santé. Donc, si votre oiseau fait du piquage, ce qui est important, c'est dès le départ d'aller voir le vétérinaire, de faire passer des tests. Pas seulement un examen physique, vraiment faire passer des tests, des cultures, des prises de sang, des radiographies, selon ce que le vétérinaire vous suggère, pour déterminer si votre oiseau est en santé. Souvent, l'oiseau a un problème de santé et à ce moment-là, il va être traité, puis le piquage va se terminer aussi simplement que ça. Si on attend et qu'on se dit justement, ça doit être de ma faute, je dois changer ci, je dois changer ça dans la maison, dans l'environnement de l'oiseau, à ce moment-là, le piquage peut devenir un comportement. Donc, si on attend plusieurs mois avant d'aller voir le vétérinaire et que finalement on se dit, bon, je vais aller le voir, ça fait déjà 6 mois, 1 an que mon oiseau fait du piquage, on va régler le problème de santé. Sauf que le piquage que l'oiseau fait, c'est un problème de comportement, c'est quelque chose que l'oiseau est habitué de faire. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur à arrêter. OK, d'accord. Donc, avant de devenir comportemental, et après psychologique peut-être, eh bien, en fait, je pense qu'il faut diviser en 3 choses. Alors, il y a le piquage à cause de la santé, que si on le règle rapidement, on n'ira pas vers le problème comportemental. Exactement. Okay. Et le problème psychologique, qui est un tout autre problème, qui représente 5% des cas, d'après toi, serait complètement autre chose, en fait. Oui, bien c'est ça, le problème psychologique, là, ça, c'est quelque chose de très vague et de très difficile à déterminer. Donc là, il faut vraiment qu'un comportementaliste aille visiter la maison, qu'on regarde l'environnement, qu'on regarde la façon que vous allez agir avec l'oiseau, qu'on regarde l'oiseau lui-même, de la façon qu'il va agir avec ses jouets, tout ça, c'est vraiment très vague comme sujet. Ben, c'est un petit peu comme chez l'humain. Hein? Quand on touche aux maladies mentales, on s'entend qu'il y a tellement de variantes. Ça peut venir de la petite enfance, ça peut venir d'un comportement actuel ou quoi. Et ben, pour l'oiseau, ça va être pareil. Je sais par exemple qu'il est arrivé à des oiseaux de faire du piquage juste parce qu'il y a eu une fête d'enfants à la maison et puis que pendant toute une après-midi, il y a des enfants qui sont passés à côté de la cage, à taper sur la cage, à hurler. Ça peut être juste une petite chose comme ça peut avoir déclenché ce problème de stress extrême qui amène à un piquage. Oui. Et en fin de compte, tout comme le problème de santé,
Si on règle le problème, si c'est ça le problème, en Mhm. général, ça peut se rattraper assez rapidement. Oui. Hein. Et ça a été le cas pour Coco. Hein. On a compris qu'il y avait un problème avec le voisin du dessous qui mettait la baisse un peu trop fort OK. et qui faisait que cet oiseau-là, quand son maître partait, il y avait tout qui tremblait dans la maison. Mhm. Du coup, il a fait du piquage au stress. Mhm. Du moment où on a trouvé l'origine du problème, ça y est, les plumes sont revenues. C'est ça. Et donc, autant si jamais vous laissez continuer ce problème qui va causer le stress de votre oiseau et qui, psychologiquement n'étant pas équilibré, va se piquer, Mhm. et bien, comme pour le problème de santé, ça va devenir alors un problème comportemental. Oui. Et l'oiseau va commencer à aimer ça, tout comme vous aimez vous ranger les ongles. Certaines personnes vont se ranger les ongles jusqu'au sang. Hein. Et j'ai vu, et j'ai eu le privilège et la chance de pouvoir la sauver, une petite cacatoès qui s'est fait du piquage jusqu'aux intestins. Ouais. Elle s'était percée carrément l'intestin et elle sortait ses boyaux. Donc, et j'ai réussi à la sauver. OK. On a réussi par de l'amour, par de l'attention, mais ça, on parle d'un oiseau qui restait en animalerie pendant 3 ou 4 ans. Bref, il y avait tout un stress, il y avait plein de choses qui faisaient qu'elle avait juste besoin d'un maître, elle avait besoin d'amour, elle voulait en donner, comme tu le sais, hein, les cacatoès veulent tellement donner de l'amour. Oui. Et puis moi je lui en ai donné, puis je peux vous dire que c'était du bonheur de revoir ses plumes pousser. Mhm. Mais Dans des cas comme ça c'est des cas extrêmes qu'on peut voir malheureusement plus souvent chez les cacatoès, parfois les gris d'Afrique, mais plus souvent chez les cacatoès. J'en ai vu en clinique et c'est beaucoup de soins parce que justement, quand ils sont rendus à se mutiler, qu'on appelle, c'est plus du piquage, là, c'est de la mutilation. À ce moment-là, c'est de l'entretien pour la plaie, désinfecter, les antibiotiques et malheureusement, il y a plusieurs oiseaux qui passent pas au travers. c'est ça. Mais il faut guérir la plaie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut faire juste à la maison en se disant Ah, non, je vais donner juste de l'amour. Ils ont ça. besoin des soins Il y a un vrai vétérinaires suivi, également. mettre un collier, faire en sorte qu'ils C'est ça. ne reviennent pas sur la croûte. Il faut vraiment que la croûte soit propre, impeccable, pour pouvoir C'est ça. et laisser les plumes repousser avant de pouvoir laisser l'oiseau avoir accès à cette zone-là. Ça m'amène à parler de le collier élisabétain, justement. C'est un outil de travail. C'est pas quelque chose, parce que des fois, les gens nous arrivaient à la clinique, ils disaient, mettez un collier, les plumes vont repousser, puis tout va être beau. Il faut trouver la base, le problème, l'origine du problème du piquage. Parce qu'on a beau mettre le collier, oui, les plumes vont pousser, dès qu'on va l'enlever, l'oiseau va retourner tout arracher les plumes. Tout à fait. Donc, c'est un outil de travail, c'est pas quelque chose qui va régler le problème. Non, ça va aider. Ça va aider à c'est ça, ça va aider parce situation. que, justement, un oiseau qui fait qui se mutile, on n'a pas le choix parce qu'il ne faut pas qu'il aille s'arracher la peau et tout ça. Donc, on n'a pas le choix de mettre un collier élisabétain. Encore une fois, là, le problème qu'on va rencontrer avec certains maîtres, c'est l'attachement à l'esthétique. Mm-hmm. Lorsque vous décidez de soigner votre oiseau du piquage, c'est pas soigner son apparence, c'est soigner l'origine du problème. Oui. On est là pour soigner une maladie. Derrière ça, il y a une maladie. Quand votre enfant commence à avoir des taches rouges, c'est parce que derrière, il y a une allergie à un aliment, il y a peut-être un problème avec le lactose, un problème avec le gluten, etc. Vous n'allez pas lui mettre un coup de fard ou un coup comment on appelle ça là, du fond de teint. Du fond de teint sur le rouge en disant « Oh là, ça va, regarde, je peux l'emmener à l'école devant tout le monde, il est beau comme tout, là, on ne voit plus ses taches. » D'accord ? Vous êtes d'accord avec moi que vous allez aller chercher le vrai problème, le problème de santé, c'est une intolérance au gluten ou au lactose. Donc vous allez aller chercher à soigner le problème. C'est la même chose pour les perroquets. C'est bien ce qu'on est en train de dire là par rapport au piquage. Oui. On n'est pas là pour dire « Je veux que mon perroquet soit beau à montrer ». On est là pour dire, je veux que mon perroquet soit beau parce qu'il est en santé. Et montre-moi le plumage de ton perroquet, je te dirai s'il est en santé. Ça, c'est tous les éleveurs de perroquets sont d'accord pour ça. Natacha de Suisse nous dit, est-ce que les perroquets rêvent et peuvent-ils chanter en dormant? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si les perroquets peuvent rêver. En fait, je ne crois pas qu'il y ait de tests possibles pour savoir... On n'est pas dans leur tête, hein? Non, c'est ça. On ne sait pas ce qui se passe. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les perroquets, c'est des animaux proies. Donc, normalement, la nuit, ils sont très tranquilles. Ils ne vont pas faire de bruit ou de choses pour attirer l'attention. Donc, s'ils rêvent, ça devrait être quand même assez... La nuit, de toute façon, le signal, c'est clair, c'est pas de bruit et pas de caca. Exactement. Ils se retiennent toute la nuit pour ne pas attirer justement les prédateurs dans la nature. Donc, ils sont complètement tranquilles. Tu m'avais conté une fois justement que tu avais été regarder un petit dans la forêt. Oui, c'est ça. Durant notre voyage au Costa Rica, on avait fait un tour de nuit avec un biologiste. C'était très intéressant. On allait voir les animaux qui vivent la nuit, qui sont plus actifs la nuit. Et puis, il y avait les perroquets, en général, vont retourner se coucher toujours au même endroit, au même perchoir et tout. Puis, il est arrivé avec une flashlight, une lampe poche, en dessous d'un perroquet qui dormait.
Et puis il l'a éclairé, puis le perroquet avait la tête dans les plumes, il bougeait pas, il disait pas un mot, comme s'il n'existait pas. Donc c'était vraiment impressionnant de voir. Je crois que j'aurais pu lui toucher, puis je suis pas sûre qu'il aurait réagi. C'est là. tout simplement une technique pour se protéger. Exactement. Il bouge pas, il est là. S'il y a un prédateur, le prédateur ne le voit pas bouger, donc il y a moins de chances de se faire attaquer. Alors, on revient sur un sujet qui est intéressant parce que j'en ai fait un tuto, un premier tuto, et puis après la réaction d'un abonné, j'ai dû en refaire un deuxième pour apporter une correction. Au sujet du caca. L'oiseau, on l'a dit, pour se protéger la nuit, il retient son sphincter, donc ça veut dire qu'il est capable de contrôler son sphincter jusqu'au lever du jour. Et à partir de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré que j'étais capable avec Jackson de la mettre au-dessus du bol et qu'elle fasse son caca. En sentant que là, j'ai eu des réactions. Je dis, ouais, mais il faut pas forcer un oiseau à faire caca et il ne faut pas le forcer à se retenir non plus. Alors, moi, ce que j'ai expliqué à mes abonnés, c'est que j'ai jamais forcé quoi que ce soit. J'ai juste utilisé ce que je savais de la nature et ce que j'avais observé chez Jackson. Je sais que tous les matins, et ça, je ne suis pas le seul, tous les propriétaires de ce perroquet, vous devez le vivre, le perroquet va justement lâcher ses plus grosses fientes de la journée, puisque c'est ce qu'il aura gardé toute la nuit. Donc, sachant cela, qu'est-ce que je fais au moment où je vais la chercher? Je la mets au-dessus du bol de toilette. Ça prend des fois 30 secondes, puis des fois ça prend 10 minutes. D'ailleurs, sur la vidéo, vous le voyez bien, je n'ai pas coupé. Pendant 7 minutes, il ne se passait rien. Est-ce que je l'ai grondé? Non. Il m'a dit, eh ben là, mais qu'est-ce que tu fais? Faut faire caca. Non. J'ai dit, bon, écoute, si tu veux pas, mon bébé, je l'ai mise sur le perchoir de la salle de bain. Et elle prend le temps qu'elle veut. D'accord? Et au moment où elle le fait, t'as fait caca, merci mon bébé, viens avec papa. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter de ce qu'on connaît de l'oiseau. Je sais que le matin, elle va le faire. Donc, combien de temps? En général, elle le fait, c'est au moment du lever du jour. Là, ça va vite, quoi. Et donc, j'utilise, moi, des choses que j'ai observées pour faire que mon oiseau fasse caca. Mais jamais je vais le forcer. Et jamais je vais lui interdire. On s'entend bien. Non, je ne lui demande pas tu te retiens de faire caca. Okay? Par contre, quand elle me montre qu'elle a envie, puis d'elle-même, parce qu'un oiseau, c'est propre, elle ne veut pas le faire sur ton épaule parce qu'elle ne veut pas se salir la queue et tout ça. Donc, elle va te montrer qu'elle est mal à l'aise, elle recule un petit peu. Là, je fais, oui, mon bébé, viens vite, viens, on va aller faire son petit caca. En général, le fait de les déplacer, ça les frustre un petit peu. Donc, du coup, ça laisse le temps de se retenir et d'aller jusqu'aux choses. Et là, j'ai eu une réaction d'un abonné qui m'a dit, mais il ne faut surtout pas faire ça. Par rapport à certains oiseaux, comme le cacatoès, encore une fois, on revient au cacatoès qui est extrêmement sensible, qui veut toujours faire plaisir à son maître, parce qu'on peut avoir le problème du prolapse. Explique-nous un petit peu ta vision des choses et c'est quoi ce problème du prolapse? En fait, faut pas faire demander à l'oiseau de faire caca sur demande. Donc, on ne prend pas l'oiseau, le mettre au-dessus de la toilette, lui dire fais ton caca, et qu'un coup qu'il le fait, on va l'encourager et le féliciter. Parce qu'à ce moment-là, l'oiseau va le faire seulement quand nous, on a envie qu'il aille faire son caca. Il va se retenir quand on n'est pas là. Donc, ça fait vraiment un problème de santé. Ce qui arrive, c'est que l'oiseau, quand il va forcer, exemple, s'il n'a pas envie de faire son caca, il va forcer pour le faire. C'est que là, c'est ses organes qui risquent de sortir, ses intestins, tout ça qui risque de sortir par son cloaque. Et c'est ce qu'on appelle le prolapse. Ça arrive souvent chez les cacatoès. Même quand je travaillais en clinique vétérinaire, j'en ai vu un qu'il a fallu faire des points. Donc, au niveau du cloaque, de faire des points de rapprochement parce que son cloaque était rendu tellement dilaté, parce qu'il le faisait tellement souvent qu'il faisait un prolapse automatique à chaque fois. Donc, c'est vraiment un problème. Il ne faut pas demander à l'oiseau. Comme tu dis, quand l'oiseau, le matin, a toujours une selle énorme qui s'en vient, si on le prend, on le met au-dessus, il fait son caca, c'est tout. On ne fait pas de réaction. Il l'a fait, ça termine là. Ça peut aller. Mais jamais fais ton caca sur demande. Ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable pour sa santé. Moi, franchement, pourquoi je fais ça? D'une, parce que je suis avec elle le matin, et puis c'est un moment, ça devient même un moment qu'on partage ensemble. Et puis, un chloroptère, là, quand ça lâche ses fientes du matin, là, c'est pas un petit peu. Non, donc, quelque part, j'arrange l'environnement, notre environnement à elle et à moi. Ça lui fait une cage qui est plus propre, plus longtemps. Moi, c'est moins de nettoyage, donc moins d'hostie de tabarnak, comme on dit ici. Et voilà, quoi, c'est juste le fait de pouvoir... utiliser notre vie ensemble pour pouvoir la rendre plus agréable. Je vais donner un petit truc pour le nettoyage des cages qui vient de me revenir en tête. C'est qu'en fait, dans le fond de la cage, vous mettez 7 épaisseurs de papier. Donc, il y a 7 jours dans une semaine. Parce que l'idéal, c'est que votre oiseau ait une cage propre à tous les jours. Comme ça, on peut voir, quand on revient de travailler, est-ce que mon oiseau a mangé? Est-ce que ses selles sont normales? On a tellement d'informations dans le fond de la cage de l'oiseau, c'est super important. Donc,
Évidemment, on travaille tous. Le matin, on n'a pas le goût de tout faire un gros ménage dans sa cage. Donc, si on met 7 épaisseurs de papier, le matin, on enlève l'épaisseur du dessus. Et puis, la cage est propre. Ou le soir. Vous pouvez le faire le soir également. Donc, la cage est toujours propre pour la journée. Donc, vous avez plein d'informations. Vous allez voir si votre oiseau n'a pas mangé, mais que ça fait 2-3 jours que vous n'avez pas changé le fond de la cage, il y a des restants des graines des 2-3 jours avant. Vous ne savez pas que cette journée-là, votre oiseau n'a pas mangé. C'est super important. Des fois, vous regardez dans le bol, mais l'oiseau peut lancer les graines par terre. Oui. Puis, on va être berné, si on veut, à ce moment-là. Donc, en faisant ça, ça prend 3 secondes de changer le papier. La cage est toujours propre, puis on est capable d'avoir toutes les informations nécessaires. Mais on n'est pas venu ici pour rien. Hein? On va repartir avec plein de bonnes idées pour nos plumeaux. Merci Nathalie, waouh, très bien. Ça fait plaisir. Je la connaissais pas celle-là. Non, je l'avais oublié. Billy Bob Junior, comment apprendre à son perroquet Eclectus à manger des fruits et des légumes? Oui, ben en fait, pour tous les perroquets, leur montrer à manger des fruits et légumes, il y a plusieurs façons de faire. C'est dans le fond la façon que vous allez lui offrir, soit dans un bol, sur une brochette de fruits, la façon que vous allez les couper en petits cubes, en bâtonnets. C'est de varier dans le fond. Vous allez trouver éventuellement la façon que votre perroquet préfère. Les Eclectus, souvent, ils vont prendre avec leurs pattes, fait que vous pouvez mettre quand même un plus gros morceau qu'il puisse prendre avec sa patte. Les perroquets aussi, c'est des oiseaux qui sont sociables, donc mangez-en en même temps que lui. Offrez-en, lorsque vous mangez, il peut avoir son petit napperon à la table, vous lui faites son assiette là, il devrait apprendre à en manger, puis la patience, c'est avec le temps que l'oiseau va apprendre à en manger, il n'y a pas de truc spécifique pour ça. Alors on s'entend bien que nous, on pèse entre 60 et 80 kilos. Un perroquet, ça pèse entre 400 grammes et 1,5 kg selon l'espèce. Oui, oui. Okay. On ne doit pas donner à son perroquet tout le sucre qu'on mange, tous les fruits qu'on mange, Non. à longueur de journée. Parce qu'il y a des gens qui me disent, écoute, moi le matin, là, il ne peut pas s'en passer. Là, son jus d'orange, là. Et puis après, le midi, tu sais, au dessert, là, quelques petits raisins. Ah, écoute, il adore les raisins. Il enlève les pluchures autour, puis il mange l'intérieur. Ah, c'est magnifique. Puis à 4 heures, moi, je me fais toujours une petite orange, une mandarine, et hop, on se la partage. Et une petite banane. C'est la banane de 10 heures le matin, là. Ah, ça, là, il l'adore. Ouais. Est-ce que c'est pas trop, ça? C'est beaucoup de sucre, beaucoup de glucides pour un oiseau, même pour l'humain. Cet humain-là, ça en fait beaucoup, même s'il est... Donc, comparé, normalement, pour un humain de taille moyenne, c'est environ 2 fruits par jour. Donc, pour votre perroquet, c'est un petit quartier de pommes par jour, ça va être suffisant. Alors, sur l'ensemble de la nourriture, de la diète de ton perroquet, ça représente quoi les fruits et les légumes? Les fruits et les légumes, c'est environ 25 à 30 %, mais un 5 % de fruits, le restant en légumes. Les légumes contiennent beaucoup plus de vitamines, surtout les légumes verts foncés contiennent beaucoup plus de vitamine A que les fruits. Les fruits, comme je vous dis, c'est beaucoup de glucides, donc beaucoup de sucre. À ce moment-là, il faut en donner un peu moins que les légumes. C'est important.